l'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous présente l'agenda culturel. Bonjour à tous, l'agenda culturel fait étape aujourd'hui à la Châtaignieraie. Nous allons assister aux répétitions de la nouvelle création du théâtre du Schönberg. Nous irons voir aussi aujourd'hui une jeune compagnie de danse à La Roche-sur-Yon. Nous allons écouter les souvenirs d'un professeur d'histoire des herbiers qui avait amené ses élèves il y a 20 ans, le lendemain de la chute du mur de Berlin en Allemagne. Nous verrons les autres sorties comme chaque semaine. Mais d'abord, vous savez bien, c'est le retour sur dans l'actualité du week-end. On vous a choisi aujourd'hui la poésie. L'association Sokefolk a 30 ans et ils ont fait cela en poésie à Pouzol ce week-end. Regarde. Quelques lignes, quelques vers, posés ici et là le long d'un sentier, le long des chemins creux d'hier qui résonnent aujourd'hui au rythme des mots imaginés par des poètes de tous âges. Le sol, le tapis de feuilles multicolores. Les fleurs se fanent. L'écureuil fait ses provisions. Nous avons décidé de proposer aux deux écoles de la Meyretilly un atelier d'écriture avec un poète qui s'appelle Gaston Herbreteau. Et l'objectif de cet atelier d'écriture était de construire le texte qui allait être dans le sentier. En ce qui concerne les 6 autres auteurs, ce sont des auteurs Sokefolk dont nous avons publié au moins un ouvrage. Et nous avons choisi des gens qui habitent loin d'ici, puisque Patrick Joquel, par exemple, vient de Nice. Et d'autre part, des poètes locaux. Chemin du temps qui passe, calendrier de la violette à la prunelle, chemin mélancolique. Au total, 8 poèmes, pour autant d'invitations à la méditation, pour une randonnée où poésie du lieu et des textes se mêlent et s'entremêlent. Je crois que la nature qui environne le sentier est source de poésie, et puis le fait de marcher aussi est source de poésie. Souvent, en marchant dans la solitude et dans le faux silence de la nature, on a des rythmes qui viennent en tête, des mots qui arrivent, et puis on se fait sa petite chanson personnelle. Il y a des chemins qui parfois nous font signe. Un sentier des poètes qui, tel un livre ouvert, ne demande qu'à être parcouru. Dans ce livre, il y a une barbe. Un morceau de barbe. Il nous a été remis par une nonne qui a vécu pendant longtemps dans un couvent au cœur de montagne, pas trop loin. Cette barbe est bleue, aussi bleue que la glace au fond d'un lac. Alain Merlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du théâtre du Schönberg que tout le monde connaît en Vendée, mais peu nombreux sont ceux qui se rappellent que c'est une compagnie qui a déjà 15 ans, pas loin. Oui, c'est ça, 15 ans. Oui. Vous êtes là depuis le début. Vous nous rappelez comment elle est née? Parce que c'est dans des conditions pas trop ordinaires, je crois, qu'il y a le théâtre des Schönberg. En fait, oui, et en même temps, c'est une belle histoire assez simple, puisque tout est parti du directeur artistique de la compagnie, qui s'appelle Georges Bécaud, qui est originaire de Mouilleron-en-Parais. Il est parti dans les années 70 par Mons et par Vaux faire du théâtre à Paris, tout ça. Il donne des cours d'ailleurs, je crois, à Paris. Florent, voilà ça. Et en 93, il est revenu dans son village natal, un peu par hasard, avec une petite idée en tête, éventuellement de refaire du théâtre, mais sans trop savoir où, comment, avec qui. C'est pas évident de faire du théâtre. Enfin, on imagine il y a 15 ans, à Mouilleron-en-Parais. Ah non, c'était complètement... tout était improbable. Mais même leur calendrier, d'ailleurs, parce qu'ils se sont vus en juin avec les différents organisateurs, et puis ils se sont dit, en août prochain, dans la cour intérieure du domaine Saint-Sauveur, donc 2 mois après, Georges se dit, je vais monter la dispute de Marivaux en extérieur. Et ça s'est fait comme ça. Donc voilà, moi étant plutôt originaire de la région, j'ai été contacté sur ces premiers projets, puis j'ai Et c'est comme ça qu'est né aussi du coup le festival théâtral de Mouilleron-en-Parais. Rencontres qui sont d'un très bon niveau, qui ont lieu tous les étés maintenant. Oui. Et donc la compagnie, vous avez commencé par un spectacle de plein air. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans la compagnie? Alors on est en fait
On est une dizaine à travailler tous très régulièrement. Voilà, oui, tous, oui. Et puis si nous sommes aujourd'hui à la Châtaignieraie, c'est parce que vous avez, comme tous les ans, une nouvelle création. Nous avons vu un extrait de celle de cette année et c'est vraiment, ça nous met l'eau à la bouche. Malheureusement, pas de spectacle tout public pour tout de suite. Non, ce sera justement pour les rencontres théâtrales, les représentations tout public sur le département. Et alors, vous nous en dites deux mots sur ce fameux Barbe Bleue? Alors oui, je ne suis pas tout seul dans le spectacle, loin de là, puisque je suis accompagné d'Olivier Chancelier, avec lequel je travaille depuis longtemps, et avec lequel j'ai déjà construit un autre spectacle avec ces deux personnages qui s'appelait « C'est du 36, mais ça chose grand ». Qui a bien tourné un peu partout. Oui, exactement. Et c'était en fait ces deux comédiens un peu décalés, un peu has-been, qui venaient tenter, parce que là ils avaient beaucoup plus de mal dans le premier spectacle, tenter de raconter l'histoire de Cendrillon. Et là ils ont choisi de remettre le couvert en s'attaquant à un autre conte, puisque c'était un peu ce qui est à leur portée. Et ils ont choisi l'histoire de Barbe Bleue. Voilà. Mais avec, comme c'est du tête d'objet, avec des œufs, tout un univers un peu atypique. Mais cela dit, ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est une idée, il faut la voir. Comment est née la mise en scène, justement, et même cette idée de faire un théâtre dans le théâtre? Vous nous expliquez déjà ce que c'est, puisqu'il est derrière nous, le théâtre. Comment ça se passe, alors, concrètement? Alors, en fait, plus largement, la compagnie a choisi de travailler autour de cet axe-là, en fait, un peu ce qu'on pourrait qualifier du théâtre dans le théâtre. Souvent, il y a dans les spectacles que l'on monte, des personnages qu'on appelle des raconteurs qui viennent raconter une histoire. Alors l'année dernière c'était le mariage forcé de Molière, donc du répertoire théâtral. Cette année c'est un conte, donc c'est pas du théâtre à proprement parler, mais on va en faire du théâtre. Et ces raconteurs sont là pour mettre en place les éléments de décor, accueillir le public et puis faire passer l'histoire en fait avec les spectateurs. Et les œufs? Comment on a l'idée d'avoir des œufs? Alors, comment on a l'idée de... Alors, c'est en lisant plusieurs versions de Barbe Bleue, en fait, notamment l'une des frères Grimm qui s'appelle L'Oiseau d'Ourdi, où, en plus de la petite clé qui allait être souillée de sang, les frères Grimm ont rajouté un autre accessoire aux filles. C'était un œuf qu'elles ne devaient pas casser. Et on a eu cette idée-là, plutôt que de travailler avec des clés, on avait fait les premiers essais avec des clés, en fait. C'était pas très pertinent. Oui, parce que vous essayez, en fait, c'est ça, c'est comme ça qu'on a une pièce de théâtre. Voilà. En fait, on est très proche d'un laboratoire de recherche scientifique, c'est le mot un peu galvaudé, mais voilà, on cherche beaucoup. Et j'ai cru comprendre tout à l'heure, quand même, pour trouver Barbe Bleue, que nous allons voir dans un instant, qui est assez impressionnant. Vous l'avez bien réussi. C'est pas venu tout de suite, c'est pareil. Non, du tout. Là, en fait, c'est un objet, puisque là, on est dans la gamme du théâtre d'objets. Et on a fait un casting d'objets. Il y a des objets qui ont été recalés parce qu'ils n'étaient pas suffisamment beaux, suffisamment, pertinents. Ils prenaient pas suffisamment bien la lumière. Le Barbe Bleue qu'on a choisi, en revanche, oui, il prend très bien la lumière. Regardez. Voilà, pas mal. Vous avez un titre déjà ou pas encore? Parce que vous êtes en train de la préparer, votre création, justement. En fait, il y a plusieurs titres qui sont un peu en suspens. Mais c'est important le choix du titre a son importance parce que il donne la couleur du spectacle. Dans le premier spectacle, c'est intitulé C'est du 36, mais ça chose grand. Et déjà, à l'évocation du titre, il y avait tout un univers, en fait, qui pouvait sortir de là. Là, on a sorti une réplique qui nous plaît bien dans le spectacle, qui est la suivante, c'est Barbe Bleue ne rit jamais. Alors ça pourrait être un peu ça. Et vous l'avez testé tout à l'heure parce que nous avons assisté aux répétitions en même temps que des élèves de la Châtaignieraie. Vous faites, je crois, cela régulièrement. Vous parlez un petit peu de votre métier de metteur en scène, de comédien aux élèves. Est-ce que vous avez, tout à l'heure, ça s'est passé comment? Vous l'avez testé, votre titre? Moi, j'ai vu qu'ils ont ri. Ils ont beaucoup aimé. Oui. On travaille très régulièrement avec le jeune public.
sur temps scolaire ou hors temps scolaire, c'est vraiment un public avec lequel on a l'habitude de travailler. Et puis il nous paraissait important de les convier sur ces répétitions publiques. Alors voilà, après, en fonction des âges... Ça vous apporte sincèrement, ça vous apporte quelque chose? Ah oui, et au-delà de... Parce que vous discutez, je crois, après les répétitions, vous discutez un petit peu avec eux. Et puis en fait, on est sur... C'est toujours en lien avec ces raconteurs qui font une sorte de passerelle entre les spectateurs et les acteurs. Donc on est très attentif. D'ailleurs, pendant le spectacle, la lumière publique sera maintenue allumée, en fait. Donc les spectateurs ne seront pas plongés dans le noir. Donc on a besoin de sentir un peu le pouls, les réactions des gens. Il y a un terme important pour la compagnie, mais qui aussi fait écho à son histoire, c'est le mot de rencontre autour du théâtre. Et cette rencontre entre acteurs et spectateurs, on essaye de vraiment mettre ça en exergue, quoi, et de sortir un peu du rapport frontal où les 3 coups sont frappés, le rideau s'ouvre, et puis le spectacle commence avec des spectateurs et des comédiens qui sont dans 2 mondes complètement. Écoutez, vous le faites très bien, de ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Et alors, je sais que vous avez chaque année une centaine de dates, un peu partout en région, en France aussi. Où est-ce qu'on peut vous voir prochainement Alors prochainement, ce spectacle va être joué à Durtal, et à Niort aussi, sur temps scolaire. Et puis les premières dates dans la région, donc autour de Mouilleron-en-Parais, seront en début août prochain, début août 2010, en fait, dans le cadre des rencontres théâtrales. Bonne continuation alors. Qu'est-ce qu'on souhaite dans le théâtre? On peut se dire bon vent, par exemple. Le mot de Cambronne aussi est souvent employé, le fameux merde. Voilà. Écoutez, on vous le laisse. Merci infiniment Alain Merlet. Et puis, tenez, vous pouvez regarder avec nous une jeune compagnie de danse cette fois-ci. C'était à La Roche-sur-Yon ce week-end. Grégoire Faure les a rencontrés pour nous. Comme étant une compagnie de danse hip-hop, tout simplement, mais on se décrit comme étant une compagnie de danse hip-hop et de danse contemporaine, puisque notre travail, nous, en tant que danseurs hip-hop, est donc axé sur les danses dites debout, et on travaille en collaboration avec donc un danseur et une danseuse qui, eux, sont de formation contemporaine et classique. L'idée étant donc de créer une rencontre. Créer une compagnie en soi, c'est pas... si on parle humainement parlant, c'est simple. Il suffit de trouver des gens qui soient dans le même état d'esprit, dans la même démarche, et qui, techniquement parlant, ont quand même une certaine base, on va dire. Maintenant, administrativement parlant, oui, il y a des choses qui sont beaucoup moins simples. Et le fait d'entrer dans le monde professionnel, ça, c'est une difficulté assez importante quand même, quoi. Quand on est des compagnies émergentes comme la nôtre, il y a quand même toute une démarche, tout un cycle à parcourir, et du coup ça c'est je dirais c'est le parcours, enfin c'est la partie la plus longue et la plus laborieuse. L'idée c'est vraiment de pouvoir vivre de ça, mais je dirais c'est plus que simplement d'en vivre, c'est surtout de pouvoir rester dans la proposition. Voilà, moi j'ai des idées que j'ai envie de mettre en place, que j'ai envie d'essayer de mettre en scène, on va dire. Donc c'est surtout pour en arriver là qu'on a choisi de passer professionnel. C'est pour pouvoir justement pérenniser le travail et puis le rendre beaucoup plus concret, on va dire. Surtout aux yeux des professionnels qui, eux, tant qu'on est dans une démarche amateur, ne s'intéressent pas nécessairement à ce qu'on fait. Qu'on soit professionnel ou amateur ou peu importe le statut, c'est pas le statut qui compte, c'est ce qu'on donne en fait, quoi, qui est important. Sachant que quand on est danseur, enfin peu importe le milieu artistique, que quand on est un artiste en général, je pense que l'émotion elle est toujours là puisque c'est une façon de se mettre à nu. On se découvre devant les gens, quelque part on expose un peu ce qu'on vit de l'intérieur et c'est ça qui crée l'émotion.
Cette semaine, nous fêtions, vous le savez, l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Il y a 20 ans, un professeur d'histoire des Herbiers, le lendemain de la chute du mur, a amené ses 140 élèves de terminale. Comment on organise si vite un tel voyage et avec quel sentiment face à un grand moment d'histoire? Grégoire de Châtillon l'a rencontré pour nous ce 9 novembre 2009, 20 ans après. Le mur venait de tomber, j'étais un peu comme tout le monde surpris par ce qui se passait. En tant que prof d'histoire, j'avais abordé avec mes élèves la guerre froide, la construction du mur, et je me suis dit ce serait un petit clin d'œil de proposer aux élèves d'aller faire un cours d'histoire au pied du mur de Berlin. Et donc le lendemain, je propose ça aux élèves, évidemment ils étaient partants. Je vais voir le directeur qui en 30 secondes a dit ok, pas de problème, on va organiser quelque chose, il faut que les élèves aillent là-bas. Sous le régime national-socialiste pour de grandes parades, de grands défilés tels qu'on les affectionnait à cette époque. L'Allemagne à l'époque est divisée en 4 zones, elle a été divisée en 4 zones et donc il nous faut pour Berlin qui se trouve en RDA l'autorisation des autorités militaires américaines, anglaises, françaises et soviétiques. Et donc dans un premier temps, les 3 alliés donnent leur accord, mais on n'avait pas l'accord des soviétiques. Ce qui fait que le voyage va être un peu repoussé dans le temps. Ils sont partis un vendredi matin, qu'ils ont pris un car pendant 24 heures, qu'ils sont restés à Berlin 12 heures, qu'ils ont cassé le mur, ils ont assisté à un cours qui était un petit peu l'impression de vivre une histoire en direct, l'histoire avec un grand H en direct. Ils ont repris le car, 24 heures, redormi dans le car, et puis ils se sont retrouvés le lundi matin en cours à Jean 23. Ils avaient passé leur week-end à casser le mur de Berlin. On a ramené plusieurs kilos de ce mur qu'on a cassé avec des burins, des marteaux. Sur place d'ailleurs il y avait même des vendeurs de marteaux et de burins. Et j'ai l'habitude régulièrement de remettre à mes élèves un petit morceau du mur. Le coup de cœur de Grégoire est cette semaine musicale. Vous savez, le CD-DVD du groupe Strolad vient juste de sortir. Un dernier pour la route et son titre, parce que malheureusement le groupe se sépare. Grégoire Fort les a rencontrés à La Roche-sur-Yon. Fabrice, Fred, Gaëtan, David, Alex, Antoine, Joris, Étienne. Durant 10 ans, cette bande de potes, comme ils aiment à s'appeler, ont parcouru les scènes de l'Ouest avec leur musique résolument festive, leur marque de fabrique, la touche Strolad. Ils ont joué aux côtés des Têtes Raides, des Caméléons, de Trian ou encore de Sergent Garcia. Bref, depuis 1998, ils ont marqué le paysage musical régional avec une invention, le ska celtique. Oh, une bande des joyeux lurons, comme on dirait. Une bande de copains. Le nom est d'origine, c'est breton en fait, ça veut dire rassemblement. On cherchait un nom de groupe et puis on n'a pas forcément trouvé quoi que ce soit et on a feuilleté des petits catalogues avec des noms bretons et on a vu à ce moment-là ce nom qui nous semblait pas trop mal, donc on l'a adopté. Pour décrire le style de Strolad, c'est du ska avec des sonorités celtiques. On voulait voir le mariage, en fait, guitare électrique, flûte, ce que ça donnait, quoi. C'est une musique rythmée avec des airs, une flûte, une bombarde, un peu de rock. Voilà, quoi. C'est un mélange de tout ça qui fait que
Ça fait un style original. C'est de la musique pour faire la fête, et nous on le voit en tant que producteur, puisque on voit les ventes de disques, les téléchargements, et là on s'aperçoit qu'en ce moment il y a un gros phénomène sur un titre qui est Saint-Malo, qui figure sur le premier album du disque, qui est sorti en 2001. Et ce titre-là, il n'y a pas un fest-noz en Bretagne, il n'y a pas une fête de famille où ce titre n'est pas joué. Donc, effectivement, c'est de la musique pour faire la fête. Et c'est de la musique qui est devenue populaire. Donc c'est assez drôle parce que quand ils ont commencé, ils passaient pour un peu des hurluberlus qui faisaient du ska celtique, et maintenant le ska celtique est devenu un style à part entière, quoi. L'odeur des rues pour les vendus se retrouve tous à Saint-Malo pour une traînée pour bientôt. Hey, oh, à Saint-Malo, oh, à Saint-Malo, oh, à Saint-Malo, oh. Et c'est au bout de 10 ans que vous décidez d'interrompre votre collaboration. Pourquoi? C'est étonnant, alors que c'est plutôt un groupe qui fonctionne assez bien. Ouais, mais on est toujours resté amateur, et puis donc on a des enfants, voilà, donc c'est pas toujours évident de suivre. Les meilleurs souvenirs, il y en a eu plein, quoi. Ça nous a permis de voyager, de partir en Grèce, au Luxembourg, en Belgique, au Portugal. Donc c'est vrai qu'on a vécu une histoire magnifique. Des concerts, les feux de l'été à Saint-Prouan, à Poupée. Mais bon, le fait de faire une première partie de Johnny Clegg, ouais, c'était vraiment génial, quoi. On a besoin de vous, donc. 1, 2. La dernière, je crois que je m'en rappellerai toute ma vie. Ouais. C'est très très émouvant. C'est vrai que le fait de savoir qu'on joue vraiment la dernière date pour Strolad, de se dire ça y est, c'est vraiment la der des der. Ça fout un peu les jetons quand même. J'ai trébuché sur ces gars-là, en m'en prenant tous par la main. On n'a pas envie que ça s'arrête, en fait. Pendant le concert, on a envie que le concert dure 2 heures, 3 heures. Je pense pas on peut pas appeler ça une fin. Non, c'est comme il y a toujours la suite. On se perd pas de vue. La preuve, ce soir, on se fait encore une bonne Java, donc non, on peut pas. Non, pour moi, c'est pas une fin. Ça me manque, hein. Ça me manque, voilà, tout simplement. Pas de regret d'avoir, mais le manque de jouer de la musique, tout simplement, quoi. Allez, voyons aussi vos autres sorties cette semaine à Vendée, en commençant par de la danse au Sable d'Olonne ce week-end avec une jeune compagnie, Mbira. Regardez. C'est un spectacle en 2 parties que la compagnie Mbira nous propose le 14 novembre avec tout d'abord Les Yeux de Verre, fruit d'une création avec le chorégraphe vendéen Gianni Joseph, puis Looking Back. Donc Looking Back, qui est une création de moi-même et des danseuses de la compagnie, qui est partie du thème de la communauté, qui vivait dans un endroit idyllique et qui se rappelle de cet endroit et qui est nostalgique de cet endroit. C'est une création qu'on a voulu jazz pour retourner aux racines de la compagnie. Le chorégraphe Gianni Joseph, qui nous a chorégraphié Les Yeux de Verre, lui a une approche beaucoup plus contemporaine de la danse. Donc lui, il est parti d'un texte, d'un poème d'Aragon qui s'intitule Les Yeux de Verre.
Et il a fait travailler les danseuses qu'il ne connaissait pas son travail. C'était une approche complètement différente. Neuvième édition de l'exposition Artistes pour l'espoir. Comme chaque année, 25 artistes peintres et sculpteurs sont réunis pour une exposition de qualité. Rappelons le principe de l'événement qui, pour chaque toile achetée, le produit de la vente va d'une part à l'artiste et d'autre part à une association humanitaire œuvrant cette année pour la chirurgie cardiaque et le diabète. Véritable star de la ventriloquie, Christian Gabriel et son non moins célèbre petit singe Orange Freddy sont de retour à Olonne-sur-Mer. Entre tendresse, émotion et tranches de vraie rigolade, c'est un spectacle performance qui vous est offert pour le plus grand bonheur de vos zygomatiques. Extrait. On joue l'acte 2, scène 2, la scène du balcon. Oui, célèbre scène du balcon. Roméo est dans le jardin, oui, et Juliette est au balcon. D'accord, ok. Un balcon, au balcon. Oui, maintenant. Oui, maintenant, ok. 25 ans que la troupe de théâtre de Mouilleron le Captif se met en scène. Au programme cette année, une comédie du boulevard en 2 actes, Panique au Plaza. Un spectacle drôle sur fond de liaisons sentimentales interdites et de scandales politiques, interprété de façon magistrale par des comédiens amateurs passionnés. Voilà, c'est la fin de cet agenda culturel. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez voir et revoir tous nos sujets sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne semaine à tous. L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous a présenté l'agenda culturel.